Beaucoup. Alors du coup, on va faire un petit vote, en ligne dans le chat. On aimerait bien comprendre un petit peu vous, ce qui vous amène ici et où vous en êtes dans votre développement de communauté, si c'est quelque chose auquel vous aspirez ou qui est déjà en route. Du coup, je vous laisse voter en fonction du chiffre, sur lequel vous vous retrouvez. Le 1, c'est vous êtes en train de lancer votre communauté. Le 2, c'est elle existe déjà et vous lancez, les réseaux sociaux, en ligne. La 3, c'est que vous n'avez aucun réseau social, mais vous voudriez en faire une communauté. On cherche vraiment à créer des connexions. Et la quatrième, c'est que vous avez déjà une communauté des réseaux sociaux actifs et vous voulez la développer davantage. Allez-y, je vois plein de chiffres qui défilent. Ok, 1, 3, 3. Il y a beaucoup de 1. Ouais, c'est quand même assez varié. Pas de Ouais. 2. Pas de 2. Ok. Et je vais vous demander aussi d'écrire dans le chat le sujet de votre communauté. Quelle thématique elle recoupe? Quel est l'objet vraiment de cette communauté-là? Alors, engagement des employés, mode éthique, féminisme, bien-être sexuel, mode éthique, entrepreneurs sociaux, rémission de cancer, salsa, c'est hyper varié. Bien-être, développement personnel, projet de territoire, entrepreneurs sociaux. Merci beaucoup. Et je vais vous demander d'écrire le nom de votre communauté, enfin. Superbe, il y a plein de noms qui ressortent. Excellent, merci beaucoup à toutes et à tous pour tout ça. On a vraiment trop envie d'en savoir plus. Malheureusement, vous êtes très, très nombreux, donc on ne pourra pas, tous vous entendre, mais ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Alors juste pour, reciter un petit peu le contexte des lieux de vie, dans le fonctionnement d'une communauté, on identifie 5 piliers, 5 grands piliers de développement, parmi lesquels on trouve les connexions entre les membres et donc le nombre de points de contact qui vont exister, aussi bien en ligne que hors ligne. Et c'est ce qu'on appelle un peu les lieux de vie d'une communauté. Et bah, c'est exactement comme dans une ville. Donc là, vous avez un magnifique visuel de SimCity. Mais de la même manière qu'une ville, vous allez trouver des points de contact qui seront extrêmement privés, intimes, entre quelques personnes seulement. Des lieux qui seront plus dans la collégialité, qui permettront de faire des grands-messes avec un grand nombre de personnes. Et ces lieux, ils doivent être plus ou moins conviviaux, plus ou moins professionnels, avec des enjeux à chaque fois très variés. Et c'est toujours un cocktail, c'est une alchimie qui est très individuelle, qui est très propre à chaque communauté. Heu, alors avant de choisir quel lieu de vie on va pouvoir sélectionner, il faut un peu les avoir en tête. Donc là, on voulait vous présenter un petit mapping, des différents lieux de vie qui existent. Donc, comme je vous disais, c'est comme dans une ville, du monde réel. Il y a des lieux de vie qui sont plus ou moins individuels ou plus ou moins collectifs, plus ou moins présentiels ou plus ou moins distanciés. Donc je pense que les lieux distanciés, vous les avez tous très bien en tête après ces nombreuses, semaines de confinement, ces mois même de confinement. Mais en tout cas, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que l'engagement maximal d'une communauté et de ses membres n'est pas nécessairement atteint par un lieu très présentiel et très collectif. Sinon, un open space d'entreprise serait le meilleur endroit du monde et on sait que ce n'est pas forcément le cas. Donc avant de savoir où est-ce qu'on va aller, on va s'intéresser à nos critères. Et donc là, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais juste pour que vous puissiez les avoir un petit peu en tête, les différents critères qui nous permettent de choisir un lieu, c'est les critères intellectuels et psychiques, affectifs et opérationnels. Donc ce type de critères et qui vont varier selon chaque communauté. Donc nous, on n'a pas un cocktail type à vous proposer. Donc par exemple, pour une communauté plutôt de collaborateurs, on pourrait avoir tendance à conseiller, eh bien, le lieu de l'entreprise, un réseau social interne comme Workplace ou Teams, par exemple, ou Yammer, et plutôt un système une mécanique d'appel entre les membres de la communauté. Ça pourrait être, une asso de petit volume, donc une asso qui fonctionne surtout, en local, avec des groupes de terrain, où là, on recommanderait, plutôt des petits groupes de cercles de parole, et un Slack avec des, chaînes, de conversation dédiées.
Ou alors, ça pourrait être une asso plutôt nationale, qui a besoin de faire des grandes assemblées générales, dans un lieu qui est, très, identitaire. Beaucoup de rencontres en one-one pour développer des projets et un drive pour centraliser les contenus. Donc vous voyez qu'en fait, il y a pas de bonne solution. Nous, on va pas vous dire exactement, comment choisir vos réseaux, vos lieux de vie numériques, et il en existe plein. Donc vous en connaissez des très connus. Donc il y a évidemment toute la suite, Microsoft, il y a des réseaux sociaux, il y a des plateformes qui sont un peu plus confidentielles, enfin un peu moins connues comme, Mobilize, mais il y en a vraiment énormément. Nous, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est, de faire le point sur des grandes familles, qui sont celles qui reviennent le plus. Donc les groupes Facebook, les newsletters et les boucles. Donc les conversations avec un plus petit nombre de personnes. En tout cas, les points de rencontre de la communauté, ils sont tous complémentaires et c'est ça sur quoi on voulait insister ce soir, c'est qu'en aucune façon, les communautés en ligne sont, un une raison d'être à part entière, pour toutes les communautés. C'est très fonctionnel, mais c'est pas ça ne vient pas se substituer au fonctionnement de votre communauté. Mais par contre, ça peut permettre de répondre à l'ensemble des besoins des différentes personnes. Ça facilite énormément les connexions et ça pour nous, on vous l'a dit tout à l'heure sur notre schéma avec tous les traits entre les personnes, c'est ce qui est vraiment fondamental et qui différencie une communauté juste d'une audience. Ça permet la progressivité dans le parcours des membres et en ça, vous pouvez un peu imaginer un circuit, d'un membre type. Vous pouvez un peu lui scripter son parcours, d'un lieu de vie à un autre et enfin, ça vous permet une certaine résilience, et ça, on est bien placé pour le savoir parce que, on a dû, shifter, l'intégralité de tous nos événements en ligne, du jour au lendemain pendant le confinement. Voilà, on va Olympe, est-ce que passer tu veux bien revenir aux à la différents slide leviers. Ouais, revenir yes. à la slide précédente, celle d'avant encore? Merci beaucoup. Juste un petit point, parce que souvent se pose la question de quel outil je choisis pour quelle fonction dans ma communauté. Si tu passes à celle suivante, réfléchissez toujours, et c'est ce qu'on va voir avec les exemples qu'on va vous donner, réfléchissez aux interactions que vous cherchez à créer à ce moment-là au sein de vos communautés. Ce petit diagramme-là, il a pour objectif de vous présenter un peu les différents outils qui existent en fonction soit du type d'information que vous voulez avoir, soit c'est de la formation descendante et dans ce cas-là, une newsletter fera complètement l'affaire, soit on cherche vraiment à créer de la collaboration et dans ce cas, on va être plus sur des outils qui permettent la conversation en continu à travers un Slack ou autre. Si vous avez un gros volume, allez sur plus des groupes Facebook, tandis qu'un petit groupe, là, un groupe WhatsApp correspond complètement. C'est bon pour moi, je voulais juste ajouter ça. Merci. Hem, alors Zoom me dit que ma connexion internet est instable, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si, à couper. On va je pense que ça, c'est quelque chose que tu voulais, préciser, Solène, aussi? J'ai pas entendu, excuse-moi, tu disais? Est-ce que là c'est quelque chose que tu voulais préciser avant que je rentre dans le détail Ouais, des. ouais, exactement, complètement. Donc, avant de se lancer, il y a quelques éléments qu'il faut toujours garder en tête et qu'il ne faut pas hésiter à se répéter, même si ça fait plusieurs mois, années qu'on travaille sur sa communauté. Le premier, c'est de se dire quel est l'objectif de ma communauté. Est-ce que c'est une communauté seule qui travaille, qui agit parce qu'on cherche à résoudre un problème commun de façon collective? Ou alors même, est-ce que c'est une communauté qui nourrit un projet plus global? Si vous développez une entreprise sociale, votre communauté, elle doit vraiment permettre de répondre à un objectif stratégique de votre projet et donc de générer plus d'impact. Ça peut être l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Ça peut être le sentiment d'appartenance ou la rétention. C'est hyper important pour bien piloter cette communauté-là de vous rappeler quel est l'objectif qu'elle sert. Le deuxième point, il est sur... Bien garder en tête, évidemment, les centres d'intérêt de vos membres. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous le rappeler régulièrement tout du long, parce que tous les contenus que vous allez chercher à partager, les interactions que vous allez chercher à créer entre chacun, ça va dépendre de leur centre d'intérêt. Est-ce que c'est le voyage, une activité spécifique? Toujours l'avoir en tête de ce que vous allez leur proposer de faire et de générer comme intérêt entre chacun. Le suivant. Un autre point qui est essentiel à bien avoir en tête, c'est l'acceptation du fait que parmi tous les membres de votre communauté, il y en a 90% qui vont sans doute être passifs, qui ne vont pas forcément trop interagir ou qui vont peut-être faire beaucoup moins que les autres. Mais vous allez avoir 10% de gens qui vont être, pour le coup,
vraiment actif. Donc, on aura 1% qui va vraiment créer, qui va être proactif, qui va faire en sorte que les choses évoluent, que le parcours puisse évoluer, que les nouveaux membres soient mieux accueillis, et 9% qui vont faire en sorte que ça interagisse bien. Ce chiffre, il est discutable, mais avoir toujours en tête le fait que ce soit à minima 80-20 pour s'assurer que vous vous concentriez bien sur les 20% de personnes qui créent de l'action et de la discussion et qui permettent aux 80 autres pourcents d'aller vers leur pointe de la pyramide. Suivant. Bien penser à conscientiser votre ton et votre charte. En fait, vous avez avec votre communauté une ADN que vous allez pouvoir travailler au fur et à mesure et qui va permettre, plus elle est clarifiée, de pouvoir s'identifier pour de nouvelles personnes qui vont arriver. Donc, réfléchir à une charte, à des rituels, ça va permettre de favoriser une culture. C'est vraiment le cas pour le coup avec la communauté paumée qui, sur son socle, vraiment de valeurs, se retrouve complètement alignée avec la communauté Make Sense en général, mais qui a vraiment cet humour, cette autodérision qui va faire que les gens, en plus, s'identifient beaucoup plus et vont avoir ce ton également quand ils parlent au sein de la communauté. Suivant. Et le dernier point, je pense que c'est l'avant-dernier, c'est de bien penser au temps que vous souhaitez mettre sur ces sujets-là. C'était le titre de notre webinaire, c'est vraiment de vous dire comment animer votre communauté sans y passer 20 heures par semaine. Peut-être que vous êtes disponible pour passer 20 heures et dans ce cas-là, très bien, mais si vous n'avez pas du tout ce temps-là, essayez vraiment de définir le temps qui vous semble nécessaire pour atteindre vos objectifs réalistes et ensuite de vous y tenir. Tenez-y. Si c'est 5 heures par semaine, c'est très bien. Si c'est 2 heures par semaine, c'est très bien. Et pour ça, gardez un rythme, mettez en place un calendrier qui va vous permettre de suivre et d'être régulier dans votre suivi des réseaux sociaux. Alors, du coup, j'ai coupé ma caméra pour respecter ma connexion Insta, mais je suis toujours là. Et donc, je prends la suite pour vous parler un peu plus de l'animation de réseaux qui existeraient sur Facebook, Instagram ou Twitter. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup plus d'exemples sur Facebook, puisque les groupes Facebook, c'est quand même un des leviers qui fonctionne le mieux pour les communautés en ligne. Et alors, les différents conseils qu'on voulait vous donner ce soir, je rebondis sur ce que disait Solène sur le fait de comprendre les intérêts de la cible. C'est vraiment fondamental de vous mettre vraiment dans les choses de vos membres ou des membres potentiels que vous aimeriez accueillir et donc de dresser un persona type. Et donc là, on n'aura pas l'occasion de revenir en détail sur cette méthodologie, mais vous avez tout d'approfondir. Et donc d'élaborer un persona le plus précis possible. Et ensuite, c'est d'en faire un mood board, donc personnel, de tous les sujets qui pourraient intéresser votre membre pour que vous puissiez avoir de l'inspiration à ces réseaux-là. Le deuxième conseil, c'est de créer un cadre. Et on va y revenir de poser un peu les bases, comme on l'a fait tout à l'heure, des valeurs que vous avez en ligne. Puisque comme vous le savez, très différentes. Et donc, cette charte vous permettra de sécuriser les personnes qui arrivent, mais aussi d'y revenir, en fait, quand une personne sera dans la dérive, de pointer vers cette charte. Donc là, il y a plein de manières de le faire, soit dans les infos de votre groupe Facebook, soit de manière assez originale, comme ça, c'était fait là sur Dogspotting, en publication épinglée. Pensez à bien accueillir les nouveaux membres. Donc, c'est faisable de plein de manières différentes, soit par un questionnaire automatique, soit en proposant aux personnes de se présenter eux-mêmes. Donc, vous pouvez créer plein de choses assez créatives pour susciter la conversation et mettre les gens assez à l'aise, mais c'est toujours important d'accueillir les nouveaux membres quand ils font l'effort de rejoindre le groupe. Ensuite, il y a un grand sujet dans la fameuse croissance de la communauté, là, c'est un peu la même chose sur le groupe en ligne. Vous allez voir qu'il va y avoir une phase de démarrage où vous allez avoir vraiment l'impression de donner beaucoup, beaucoup d'énergie sur l'animation de cette page avant que vraiment la conversation prenne et que le feu vraiment se mette à rugir sans que vous ayez besoin de l'alimenter. Et donc, nous, ce qu'on fait et ce qu'on recommande vraiment, c'est de créer des liens forts avec vos membres en direct, donc de poser leurs questions directement en ligne. Et donc là, je vous ai mis une petite capture d'une conversation que j'ai eue récemment avec un membre de communauté pour qu'il puisse nous raconter, enfin, il me racontait quelque chose en message privé, et donc du coup, je lui ai dit, mais bascule-le directement
Et en fait, ça lui a plutôt fait plaisir. Il s'est senti plutôt valorisé que je lui propose ça. Et ça arrive systématiquement. Donc souvent, les personnes n'ont juste pas, tout simplement, la fois qu'ils ont en fait étape, il faut les soutenir. Et du coup, c'est ça qui créera vraiment de la pérennité et de la fidélité dans les interactions. Encourager ce qui est fait aussi hors ligne. Parce que du coup, cette communauté, elle a vraiment besoin de reflet de ce que vous, pour votre communauté générale. Donc, n'hésitez pas à raconter ce que vous. Je vous ai mis une petite photo d'un séminaire avec les mobilisateurs, les super mobilisateurs du programme Réaction sur la page Facebook de Make Sense. Parce que c'est vraiment c'est la réalité de ce qui se passe dans la communauté et c'est important aussi. N'hésitez pas à être le plus clair et concis possible dans vos messages et à varier les formats. Et alors là, je passe directement à la prochaine étape. Donc sur les contenus, justement, on va parler un peu de la diversité des formats. Formats qui fonctionnent bien. D'abord, c'est les infos thématiques. En ça, je vous renvoie vraiment à ce mood board que vous avez créé tout à l'heure. Ok, je pense qu'on a perdu Olympe, donc je vais reprendre la suite tout de suite. Et nous sommes toujours sur les contenus. On a parlé donc des groupes. On sait qu'on cherche à créer de l'interaction, mais l'interaction, elle est aussi générée par des contenus. Ouais, c'était un peu brutal, mais on va la retrouver. Par différents contenus. Donc, pour partager, souvenez-vous toujours de votre centre d'intérêt, des personnes qui constituent la communauté. Évidemment, l'objectif, c'est de leur parler de ce qui les intéresse et pour ça, d'aller chercher des informations qui sont liées à leur centre d'intérêt initial. Pensez au moodboard que vous avez, essayez de tout. Ah, Olympe est là de nouveau. Ouais. Essayez de les nourrir de toutes ces informations-là. Je passe la suite. Yes, désolée pour cette rupture, c'était un peu brutal pour moi aussi. Donc là, je vous ai mis en haut à droite l'objectif qu'on cherche à atteindre. Vous verrez que sur les pastilles vertes, ça va changer, mais pour l'instant, on se pose la question de qu'est-ce qui va pouvoir alimenter ma communauté en information. Et donc, on a parlé donc de tout ce qui est infographie et sujets d'information, mais pensez aussi à la curation et aux actualités autour de votre secteur. Ça paraît un peu évident, mais souvent, finalement, on se rend compte que les animateurs de communauté en ligne, ils l'oublient. Alors que ce que vous lisez et qui vous intéresse, intéressera certainement aussi votre communauté. Donc, n'hésitez pas, et surtout, c'est du contenu assez rapide à mobiliser. On peut passer. Alors, les témoignages, c'est quelque chose qui est très vrai pour les communautés donc, de personnes avec des sujets plutôt sociaux, humains, de transition ou d'action, vraiment de mobilisation citoyenne. Et souvent, on voit ça sur le groupe Paumé. Si vous en faites partie, je vous invite vraiment à lire un peu les témoignages, puisque les personnes se livrent vraiment et les autres membres de la communauté commentent pour donner des conseils ou juste réagir. Et donc là, on est typiquement sur une bonne pratique de communauté où la personne qui a lancé la page est totalement sortie des échanges et c'est la communauté elle-même qui interagit sans avoir besoin d'engrais. Les vidéos, bien sûr, donc des vidéos que vous faites vous ou que vous pouvez relayer, et aussi des stories. Donc les stories Instagram, c'est souvent assez facile à faire parce que vous avez tous les outils sur Instagram pour la rendre la plus dynamique, sympa, colorée possible. Ça vous prend assez peu de temps et pourtant c'est quand même ce qui conserve un lien quotidien avec les membres de la communauté. Les pépites et découvertes, bon, ça rejoint assez la curation, mais sur des sujets qui seront moins des sujets d'actualité liés à votre communauté. On peut passer à la slide d'après. Mais c'est plutôt des choses que vous avez envie de vraiment pousser, mettre en avant. Donc là, par exemple, le réseau féministe in the City va mettre en avant un documentaire Arte, et qui est donc du coup plus une trouvaille ou un contenu recommandé. Donc ça, c'est plutôt, toutes ces pastilles rouges, là, c'était plutôt l'information, donc descendante qu'on va essayer de proposer aux membres. Maintenant, deuxième objectif, c'est susciter l'engagement. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir des contenus intéressants, mais si vous n'avez aucun engagement, ce n'est pas très intéressant parce que ce n'est pas le but de la communauté et surtout, vous risquez d'être assez peu encouragé par le fonctionnement algorithmique, etc. Donc, pour un peu hacker cet algorithme et surtout faire en sorte que les personnes soient contentes et qu'il y ait de l'interaction,
tous les formats tests et sondages, ça fonctionne vraiment très bien. Et surtout, ça peut vous permettre, en plus d'animer la communauté, de créer du contenu et de faire derrière des petites infographies. Comme ça, la boucle est bouclée et vous pouvez refaire des infographies. Non, mais en vrai, ça marche toujours très bien et surtout dans des périodes un peu où il n'y avait pas beaucoup d'actualité, ça peut vous permettre de laisser parler les gens et de les laisser s'exprimer sur un sujet. Ensuite, les quiz et les jeux. Donc là, n'hésitez pas à rigoler avec la thématique de votre communauté, que ce soit sur l'engagement citoyen, sur le boulot, sur l'écologie. Il y a plein de manières de faire des mini-jeux et de la même manière, quand vous n'avez pas grand-chose à raconter, ça vous permet aussi d'animer la communauté. Les mèmes et la pop culture. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur plein de communautés, soit juste de community management, soit des vraies communautés impact. C'est que quand bien même le sujet est très sérieux, on peut se permettre de faire référence à des codes de la pop culture pour engager un maximum de personnes et surtout, voilà, en fait, changer un peu de référentiel. Parfois, ça permet aussi de créer de la conversation ou aussi d'encourager les gens à partager sur leur propre réseau. Et enfin, les citations et verbatim. Donc, ça peut être aussi bien des citations de personnes très connues ou plutôt des taglines qui vous semblent impactantes, type faites chauffer les casseroles, pas le climat, ou là, j'ai pris un exemple de Poppy, donc, qui est une communauté qu'on suit avec Solène, qui fait du papier toilette éco-responsable, et qui, donc, du coup, partage un petit verbatim de quelqu'un qui utilise les papiers Poppy. Et surtout, ce que je voulais vous rappeler, on en a déjà discuté, on en a parlé juste avant avec Solène, c'est que vous pouvez parler à votre communauté d'elle-même, puisque vous n'êtes pas en train de vendre des produits. C'est là qu'on fait la différence avec le community management. Et surtout que votre objectif, c'est de connecter les membres entre eux pour qu'ils soient capables ensuite de réaliser des actions. Et donc, en ça, il y a plein de manières de parler à la communauté d'elle-même. Réaliser des portraits, parler de vous, de votre travail de community développeur, parler des différentes actions qui ont été menées, raconter un parcours de membre. Il y a plein de manières différentes. Alors, les mails et newsletters, ça reprend un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a citées pour les réseaux sociaux. Mais on va quand même vous en donner quelques autres. Et alors, avant de se lancer dans la newsletter, parce qu'on a parlé d'abord des réseaux sociaux qui sont quand même aujourd'hui, c'est un peu des incontournables pour l'animation numérique, même si vous pouvez tout à fait faire le choix de ne pas en avoir. Mais la newsletter, souvent, quand on demande à une personne pourquoi il a choisi de faire une newsletter, c'est parce qu'on lui a dit que c'était bien une fois que son projet était lancé ou que c'était bien dans le cadre d'un développement ou de marketing. On lui a dit que, sauf qu'en fait, une newsletter, ça prend énormément de temps. C'est vraiment très chronophage. Et donc, si vous développez un projet entrepreneurial ou si vous avez déjà énormément de choses à administrer, ça risque plutôt de vous déborder. Et donc, vis-à-vis de ce que disait Solène sur le temps que vous avez à consacrer, la newsletter, ça peut être un vrai défi pour vous. Mais par contre, c'est aussi un super avantage. Donc, on va regarder ensemble comment clarifier vos objectifs avant de vous lancer. Quels sont les canaux de communication que vous connaissez déjà et qu'est-ce qu'une newsletter pourrait apporter de plus ou réparer comme problème de communication qui vous est posé avec les réseaux existants. Et surtout, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre avec votre newsletter. Donc, on vous a mis quelques objectifs types. Est-ce que c'est faire de l'acquisition? Est-ce que c'est fidéliser les membres de la communauté? Est-ce que ça va être proposer un produit d'appel alléchant? Donc, ça peut être, par exemple, la hit list de l'entrepreneuriat du Rhône-Alpes. Et votre communauté, par ailleurs, fait autre chose. Mais en tout cas, cette newsletter n'est consacrée qu'à ça. Ça pourrait être ça, par exemple. Est-ce que ça va être maximiser le nombre de participants à des événements, etc., etc. Mais vraiment, soyez vraiment clair avec votre objectif, puisque les jours où ce sera difficile d'y consacrer du temps, au moins vous pourrez vous concentrer là-dessus. Donc une fois que tout ça c'est bien validé et que c'est bon, vous avez vos objectifs, maintenant retournez-vous sur la cible de la newsletter que vous souhaiteriez envoyer et demandez-vous, est-ce qu'ils vont vraiment la lire? Est-ce que c'est une cible qui ouvre vraiment ses mails? Et qu'est-ce qui va les intéresser comme sujet? À quoi sont-ils déjà abonnés? Faites un petit benchmark de ce à quoi ils sont abonnés. Et si vous avez déjà des réseaux, n'hésitez pas à les impliquer dans le processus de création de la newsletter. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. En fait, on sonde ce que les gens aimeraient lire dans leur boîte mail, ce à quoi ils seraient plus enclins, enfin, ce qu'ils aimeraient
qu'ils ne vont pas mettre directement à la poubelle, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que d'ailleurs, ce n'est pas du tout un éco-geste, ça, de s'abonner à plusieurs newsletters pour ne jamais les ouvrir. Donc vraiment, n'hésitez pas à les impliquer, puisque une base bien qualifiée, vous aurez un meilleur taux de conversion et c'est vraiment ce que vous voulez atteindre. Alors, on a quelques petits tips qu'on va vous donner rapidement. Donc là, vous pouvez juste les noter, heu, ceux qui vous intéressent et qui vous parlent le plus. Mais dans les bonnes pratiques pour la création d'une newsletter, qui fonctionne, bien efficace, on a l'objet de mail. Donc un objet de mail évidemment bien catchy qui, correspond au ton, à la tonalité et à l'identité de votre, newsletter, de votre communauté d'ailleurs. L'expéditeur, n'hésitez pas à le rendre le plus humain et le plus personnel possible. Donc nous, on a Maë de Make Sense, mais il existe aussi Chloé de Vox qui envoie les newsletters de l'organisation Vox. La ligne éditoriale dont vous a parlé tout à l'heure Solène, sur l'identité, etc., c'est vraiment fondamental, puisque vous allez avoir, ça va vous permettre en fait de vous positionner un peu comme un mini-média. Donc typiquement, là, je vous ai mis une rubrique de Vox qui s'appelle Top à la vachette, ou une rubrique un peu plus pro qui s'appelle Coffee Time, les sources d'inspiration. Et en fait, vous pouvez vraiment rigoler cette ligne éditoriale ou décider de la rendre très corporate. Je vous ai mis aussi en bas Amour, étoile filante et brocoli. Ça, c'est une rédactrice qui écrit toujours les fins avant de signer. En fait, elle écrit toujours un triptyque comme ça, complètement random, avant de signer la fin de la newsletter. Voilà, vous pouvez décider de faire des petits gimmicks, des petits rituels, d'avoir une charte graphique évidemment, de parler de la communauté, encore elle, évidemment. Donc, n'hésitez pas à enrichir votre newsletter de temps en temps avec des portraits de membres, raconter ce qu'ils font. D'automatiser un maximum les prénoms donc, de vos destinataires. Donc ça, vous avez des outils qui vous permettent d'automatiser au moment de l'envoi de la newsletter. Vous pouvez décider qu'il y a un champ qui sera consacré au nom de la personne à qui vous envoyez votre newsletter. Et surtout, de rappeler sans arrêt que vous attendez les membres pour faire des choses avec vous. Donc, parler à la communauté tout simplement de ce que vous attendez d'elle. Donc là, typiquement, sur une newsletter que j'envoie cette semaine, je leur ai demandé de m'aider à organiser un network. Et enfin, parler de vous, tout simplement, avec ce magnifique gif de AOC. Parlez de vous le plus possible. Racontez ce que vous faites, racontez quelles sont vos actualités, quels sont vos prochains défis. Vraiment, mettez-vous en avant et faites un maximum de... Faites exactement ce que vous attendez que votre communauté fasse en retour envers vous, à savoir être engagé et spontané. Alors, pour recruter des gens dans votre base, vous pouvez faire une campagne de com classique, donc ouverte sur tous les réseaux, ou un emailing plus personnalisé si vous voulez recruter uniquement des membres selon un filtrage spécifique. N'hésitez pas à mettre un formulaire automatique sur votre site, donc en bas ou sur le côté, dans des colonnes à gauche ou à droite. Faire un listing lors de vos événements, donc si vous êtes à des événements avec d'autres assos ou si vous avez un stand à un moment donné, laissez toujours une petite liste traîner puisque vous allez avoir des chalands qui vont passer et c'est un bon moyen de récupérer des emails. Vous pouvez faire des partenariats avec d'autres newsletters, donc une rubrique dans ma newsletter contre une mise en avant sur ton site ou des choses comme ça. Et enfin, bénéficier de l'aide de la communauté. Donc vous pouvez, je te laisse avancer Solène, mettre un petit bouton de partage sur la newsletter pour que vos membres les plus fidèles puissent partager à leurs amis. Et ensuite, si cette personne a eu un transfert de newsletter, vous pouvez lui proposer de s'inscrire. Donc n'hésitez pas à imaginer aussi ce genre de parcours. Et enfin, donc, les indicateurs qui vont vous intéresser, c'est notamment le taux d'ouverture. Donc, combien d'emails sont lus parmi ceux qui sont délivrés. Les désinscriptions, alors c'est pas forcément un drame, les désinscriptions, ça vous permet aussi d'affiner et de qualifier au fur et à mesure la base. Donc il y a peut-être des gens qui se seront inscrits et puis finalement pas du tout, mais c'est intéressant de bien monitorer ça. Ça vous permet aussi de faire des réorientations de format ou de ligne édito si vous êtes un peu à la dérive. Le taux de clic, mais surtout ce qui est plus intéressant, c'est le taux de conversion. Donc combien de personnes vont vraiment s'inscrire à un événement, combien de personnes vont visiter votre site pour s'inscrire à une asso, à une action militante, par exemple, ce genre de choses. Et donc là, pour suivre ça, le mieux, c'est d'avoir des liens traqués que vous pouvez automatiser et qui vous permettent de vraiment suivre ça de manière assez précise. Le taux de clic, ça vous dira juste combien il y a eu de clics sur vos emails. Donc, c'est assez peu fin. Voilà pour les newsletters. Top. Et je prends la suite et je vais être très brève en fait sur WhatsApp principalement parce que pour le coup, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus depuis quasiment 1 an avec la communauté Make Sense pour embarquer et créer du lien sur des programmes d'engagement qui ont une durée déterminée. Alors,
les bénévoles les plus actifs utilisent des groupes WhatsApp pour rester en quotidien ensemble et vraiment créer du lien. Et vous vous souvenez sur notre petit schéma, l'objectif du groupe WhatsApp, c'est d'être sur ce petit groupe restreint. On ne cherche pas forcément à avoir des volumes complètement délirants et à avoir de la discussion régulière. WhatsApp, ça reste aussi un outil qui est assez intrusif parce qu'en fait, c'est bien dans notre quotidien. C'est pas comme un Slack où on va aller se connecter vraiment et ouvrir l'application. On va avoir des messages au quotidien qui peuvent venir sur des discussions plus perso. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que les personnes qui sont dans ces groupes-là sont OK et sont bien motivées et que vous puissiez déjà tester à petite échelle. Du coup, si vous avez des petits groupes de personnes qui collaborent sur différents sujets et qui ont un intérêt à se donner des nouvelles régulièrement, se partager des actus de ce qu'ils ont fait, etc., WhatsApp peut être vraiment hyper puissant. C'est hyper chouette aussi à suivre. Vous pouvez avoir avec WhatsApp Business toutes les conversations au même endroit, envoyer des messages collectif avec le nom de l'association, par exemple, ou de la communauté. Du coup, quelques bonnes pratiques, vous allez voir, on parle souvent des mêmes choses, mais l'essentiel dans un premier temps, c'est toujours d'accueillir. Accueillir, ça veut dire rappeler l'objectif de la boucle WhatsApp. Donc, on est là pour échanger au quotidien, apprendre à se connaître, se partager des conseils pendant notre programme sprint et ainsi de suite. Et de nouveau, on pose le cadre, on présente les règles du jeu pour bien vivre ensemble dans ce groupe-là. Donc, c'est bienveillance, contribution, peu importe. Mais vous assurez vraiment que les gens soient d'accord avec ces règles-là et vous pouvez en ajouter, si nécessaire, d'autres. Et une fois qu'il y a des petits débordements, si jamais il y en a, vous pouvez revenir à ces règles-là pour bien recadrer l'équilibre du groupe. La suite, c'est tout de suite, une fois qu'on a accueilli tout le monde et que les gens savent ce qu'ils font ici, de leur demander à chacun et chacune de se présenter. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est essentiel vraiment que vous qui êtes en charge de l'animation de ce groupe, vous assuriez que chaque personne ait bien pris la parole. C'est comme quand on fait de la facilitation dans un atelier, on s'assure que la parole soit bien distribuée et la première prise de parole, elle détermine vachement la dynamique du groupe ou en tout cas la capacité de la personne à ensuite oser prendre la parole. Du coup, vraiment assurez-vous que ce soit le cas. Et si jamais vous voyez qu'une personne ne prend pas la parole, n'hésitez pas à lui écrire individuellement et à lui demander est-ce que ça va, est-ce que tu arrives à suivre ou c'est un peu trop, etc. Faut pas hésiter. Pour ça, faut poser des questions, proposer des questions simples qui soient drôles. Drôles pourquoi? Pour surtout permettre un peu de créativité. Là, dans l'exemple, c'est de demander aux participants de se présenter comme leur animal. Ça permet à chacun de refléter un petit peu une personnalité et à d'autres de découvrir un peu. Et enfin, l'objectif toujours, c'est de créer ces interactions, partager des contenus, demander à ce que chacun a pu faire ces derniers jours, raconter vous-même vos anecdotes, raconter les choses que vous avez réussi à faire et à ne pas faire. Ça va ouvrir la discussion. Ça peut être, je dis n'importe quoi, mais j'ai testé de la lessive que j'ai faite maison. Est-ce que vous avez déjà essayé? C'était quoi votre recette? Le fait d'ouvrir la discussion va permettre à d'autres ensuite de faire la même chose. Et on a toujours dans ces mécanismes de communauté ce système de mimétisme qui est ultra puissant. C'est-à-dire que vous montrez l'exemple au début et ensuite les gens vont faire très naturellement et assez vite, ça ne dépendra plus que de vous de créer ces interactions-là. Et il y a un autre petit truc qui marche bien aussi sur des groupes comme ça, c'est les rituels. Ça peut être la météo du lundi, ça peut être le bon plan du mercredi. Et d'ailleurs, je pense à l'instant que dans le groupe, là, en ligne, on a Daisy avec nous qui a animé un programme qui s'appelle le programme Expédition et qui a animé pendant plusieurs mois à travers le confinement une boucle WhatsApp avec tous les anciens participants. Et pareil, elle avait ses rituels. Daisy, tu pourras donner tous tes exemples avec grand plaisir dans le chat, mais c'était hyper dynamique et ça suivait son cours avec un beau support mutuel. Et du coup, avant de passer à notre Q&A, je vous partage quelques bonnes pratiques à bien garder en tête. Toujours parler à la première personne. Essayez de ne pas dire on ou nous, mais vraiment je, parce qu'en fait, derrière vous, c'est un individu. Sur les exemples qu'on vous a donnés, notamment sur la communauté paumée, le choix a été fait dans la communauté d'avoir un profil qui s'appelle donc Jacques Paumé, qui est le modérateur, parce que c'est incarné, c'est une personne, c'est un individu. Et en plus, il participait à l'univers et vraiment à toute la partie édito. Varier les formats, bien évidemment, et tester ce qui marche, et surtout amusez-vous. Si vous, ça vous fait délirer, c'est sûr que derrière, ça va beaucoup plus résonner que si ça vous ennuie vraiment à mourir. Définissez votre charte éditoriale, on a pas mal parlé sur ça, je pense que c'est important et ne vous sentez pas seul à le faire, ça peut être aussi des éléments édito qui sont mentionnés par les membres de la communauté et qu'il faut juste réutiliser pour donner plus d'ampleur. Et toujours à chaque fois, parfois ce qu'on oublie, c'est de mettre ce qu'on appelle un call to action, donc proposer aux gens de faire quelque chose, commenter, faire, se rendre quelque part, partager. Le simple fait de repartager, d'inviter les gens à repartager, vous verrez que derrière, il y aura beaucoup, beaucoup plus de repartage.
Et du coup, on va passer, avant de prendre toutes vos questions, à un super « et si », puisque une fois qu'on s'est dit tout ça, et ben ouais, il va y avoir plein de situations où effectivement, ça ne se passera pas forcément comme prévu. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous aussi, si vous le voulez bien dans le chat, donner des idées sur ces situations qui peuvent arriver. Admettons que vous ayez du mal à faire venir des personnes sur le groupe ou sur la page. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, je vous laisse taper pendant 10 secondes dans le chat. Comment faire venir du monde sur ma page ou sur mon groupe? Alors, Blandine, tu n'es pas sur Facebook ni sur WhatsApp. Ok, donc Axel demande aux membres de organiser un jeu concours par Frédéric, faire des partenariats avec des gens du même domaine pour Juliette. Super idée. Et bien là, on va faire en sorte de créer un maximum de liens entre les réseaux, donc faire des jeux de pistes, des renvois pour justement créer de l'attraction vers votre communauté. Ça peut être de réserver des activités au groupe en ligne pour avoir vraiment une raison de venir et de se connecter à tout ce monde-là, ou encore organiser des challenges de cooptation, de recrutement de nouveaux abonnés comme mentionné dans le chat. Allez, une autre situation. Et si finalement personne ne répond à mon post, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites si personne ne répond à votre post? J'appelle des amis, petit appel en story si un post, taguer les gens. On en fait un autre le lendemain, je demande à un membre de répondre. Ok. On adore les amis. Ouais. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de vous demander si vraiment votre post il a apporté de la valeur ajoutée au groupe. Est-ce qu'il avait pour but d'informer? Est-ce qu'il avait pour but de faire passer à l'action ou de partager une info? Est-ce que vraiment il y avait une interaction possible ou en fait on regardait juste l'info et on ne disait rien? Dans le cas d'inspiration, c'est peut-être qu'en fait l'inspiration que vous partagez ne correspond pas vraiment à ce que les gens cherchent ou à leurs besoins profonds, donc peut-être qu'il faut changer d'angle. Si derrière, effectivement, vous cherchez un passage à l'action et qu'il ne se passe rien, il n'est peut-être pas clair, votre passage à l'action, votre demande. Et alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller parler à un membre directement, en one-to-one, et lui dire qu'est-ce que tu as compris de ce poste, s'il te plaît, juste dis-moi, donne-moi un retour, ça m'aidera à y voir plus clair. Et peut-être qu'il va falloir juste reformuler votre call to action pour vraiment embarquer dans l'action. Si il ou elle comprend et qu'il est à fond, à ce moment-là, refaites un post et montrez qu'il ou elle vous suit. Moi, je n'ai aucun problème effectivement à dire « Ouais, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai posté? Peut-être que tu n'as pas vu mon post, tu es d'accord? Ok, vas-y, commande s'il te plaît. » Il n'y a aucun problème, on m'a déjà posé la question et c'est ce qui permet justement de pouvoir créer une conversation et de commencer un effet. Le tag sur une conversation, c'est quand même essentiel de pouvoir ensuite taguer d'autres personnes qui verront, puis vu le nombre d'infos qu'on peut pouvoir passer sur nos feeds et qu'on peut louper. Si partage d'infos, ici, peut-être qu'en fait, justement, ce n'était pas très lisible et que ce sera peut-être plus approprié dans une newsletter. Et un autre, et si je suis le seul ou la seule à poster dans le groupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, là, de nouveau, à chaque question relative à la communauté, on dit « poste-le dans le groupe ». Combien de fois on reçoit des messages où on nous pose la question individuellement parce qu'on est identifié au sein de la communauté et à chaque fois, avant de donner la réponse, d'expliquer « s'il te plaît, pose-la au centre de la table, vraiment avec tout le monde » puisqu'en fait, d'autres personnes pourront apporter des réponses en plus de la mienne et la réponse intéressera au moins d'autres personnes. Si tu me poses la question, ça veut dire qu'il y a au moins 3 ou 4 autres personnes qui se la posent. Ça marche toujours et après, pareil, mimétisme. Essayez aussi, si possible, de ne pas être le seul à toujours poster et à faire en sorte qu'il y ait des petits rédacteurs en chef qui tournent et proposer de nouveaux sujets de conversation pour vraiment montrer l'étendue des sujets potentiels liés à la communauté. Si quelqu'un déborde, on en a un peu parlé, mais c'est vraiment toujours faire référence à la charte et au cadre. Supprimer les messages qui sont offensants, mais gardez-en une trace. Ça, c'est important de la remarquer dans la charte, puisque c'est là où vous aurez votre cadre. Et réservez-vous le droit d'exclure si la situation vraiment ne s'améliore pas. Vous prévenez, vous discutez avec ces personnes-là, mais c'est là où le rôle du modérateur est vraiment clé. Et si vous n'avez pas le temps pour créer du contenu,
Alors, misez sur la curation au maximum. Au fur et à mesure de vos lectures, mettez-les de côté pour pouvoir les réutiliser sur votre communauté. Faites de la production en série. Vous écrivez et boum, vous republiez au fur et à mesure et déléguez à votre communauté. La communauté, tant que vous ne le proposez pas, ne saura pas forcément qu'elle peut le faire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à dire, mais tu sais, tu m'as parlé de tel truc, tu voudrais pas écrire un article ou j'ai vu que tu avais fait un article dans tel cadre, est-ce que tu voudrais pas en faire un dans le cadre de la communauté? Et ça va générer du contenu. Et voilà, et il nous reste donc, je ne me trompe pas,